Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui chez Art et Lettres à ICI Télévision la poétesse Emne Nasreddine, née en France et grandie au Liban. La poésie d'Emne s'inspire de son expérience de l'immigration, des frontières et du deuil, de la vie des femmes libanaises et des traditions hérites qu'elle a découvertes en sud du Liban. Elle a publié dans plusieurs revues littéraires son recueil La danse du figuier et son premier recueil de poésie publié chez Mémoire d'Encrier en 2021. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Emne. Merci Kamal, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, d'autant plus quand on va parler de ce magnifique recueil que j'ai eu le plaisir de lire. On en entend parler depuis quelque temps, La danse du figuier. Vous êtes née en France, vous êtes française, originaire du Liban, le Liban qui est le pays des cèdres. Et puis vous parlez du figuier tout d'un coup. Qu'est-ce qui symbolise justement pour vous cet arbre-là, le figuier? Mais justement, vu que je suis née en France, on partait au Liban pour les vacances d'été. Donc c'était avant 2000, donc pendant qu'il y avait l'occupation dans le sud du Liban. Et quand on arrivait près de chez mes grands-parents, lorsque je voyais le figuier, c'était cet arbre en fait qui me donnait l'impression d'être arrivée à destination. Pour moi, ça symbolisait la maison en fait, le foyer. C'est ça. Je savais qu'on arrivait à destination une fois que je voyais le figuier. C'est vrai que je l'imaginais beaucoup plus grand dans mes souvenirs et en réalité, on m'avait envoyé des photos. Il est très petit ce figuier, mais j'y suis très attachée. Donc vous plantez le figuier dans la maison parentale. Exactement, exactement, parce que c'est un figuier qui a été coupé. Là où il y avait le figuier, on l'a recouvert de béton. Maintenant, c'est devenu une place pour les voitures. Et Oui. moi, j'ai voulu qu'il continue à danser, donc c'est ça, je l'ai planté dans la poésie. Puis il y a une belle dynamique, la danse, ça produit, n'est-ce pas, du mouvement, de la dynamique, de la joie même autour de nous. Il y a un prolongé mouvement au début de ce recueil. Vous perdez feu votre maman en 2017. Le monde s'effondre quand on perd quelqu'un d'aussi proche qu'une maman ou un papa. C'est pas aussi évident que ça, c'est la tristesse, c'est le deuil. En quoi la poésie, justement, a été une issue pour contrer ce deuil et cette tristesse? Mais comme vous l'avez dit, on finit jamais un deuil. En fait, on vit avec, on cohabite avec, on finit par s'habituer. Et pour moi, la poésie, c'était une manière d'habiter le monde. Parce que quand on perd la mère, on a l'impression que le monde devient inhabitable. Et dans ma poésie, j'ai voulu écrire un univers où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, justement pour contrebalancer cette grande perte que j'ai eue et aussi revenir sur le deuil. Ma mère, quand elle est décédée, je ne sais pas si vous le savez, au Liban du Sud, les funérailles se font en grande pompe et on se sent Oui. très vite dépourvu, en fait, comme si on a été dépossédé de ce moment-là. Alors dans l'écriture, j'ai essayé de revenir faire mon deuil. Justement, avec ce retour. Oui. Très bien. On parle d'un recueil, justement, en trois parties. Vous l'avez réparti en trois phases, en trois parties. Il y a la grand-mère, vous appelez Teta. La grand-mère Khawla, Teta, et puis la maman, la mère Fadwa, et puis la fille, on va dire la fille poète Emne, comme elle est nommée dans le recueil. Trois branches du figuier coupées à l'entrée de la maison familiale. Vous évoquez ça, n'est-ce pas? Et puis le recueil commence par cela. C'est ainsi que débute mon récit. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi de centrer votre recueil sur ces trois personnages? Alors, moi, j'ai immigré au Canada en 2016 et pour moi, ça a été un choc, comme beaucoup d'immigrants, de me retrouver dans le froid. J'ai immigré le mois de janvier, en fait, donc je me suis retrouvée dans la neige, dans le froid, et j'ai commencé à écrire les poèmes qui se retrouvent dans la troisième partie, donc La fille.
Et c'est des poèmes où je reviens sur mon parcours ici, où je questionne en fait le territoire que j'habite maintenant. Mhm. Les poèmes sur la mer, c'était voilà, pour revenir sur les funérailles, pour comprendre ce qui s'était passé. Et la grand-mère, moi, je l'appelais souvent au téléphone. On faisait des FaceTime. Et puis, au début de la pandémie, j'ai remarqué en fait qu'elle me reconnaissait plus lorsqu'on s'appelait. Alors, Oui, dans j'ai un eu une problème de grande. mémoire. Voilà, elle commençait à perdre la mémoire. J'ai beaucoup angoissé. Ma grand-mère, c'est une femme qui est monumentale. Elle a eu 10 enfants, elle a connu toutes les guerres au Oui. Liban et quand Oh, elle perdait wow. la mémoire, j'avais l'impression qu'elle perdait sa voix aussi, toute son histoire. Oui, Alors j'ai voulu archiver en fait sa voix à elle. oui. Donc une façon aussi hein, de se rappeler d'elle, comme vous dites, d'interpeller cette mémoire. Euh, qu'est-ce qui caractérisait justement votre grand-maman? Qu'est-ce qui vous, n'est-ce pas, passionné auprès d'elle? Moi, j'aimais beaucoup ces petits gestes du quotidien. Par exemple, il y a un des poèmes où je dis qu'elle se gratte la main et elle dit: Ah, je vais recevoir de l'argent. C'est des petites Elle se gratte la main superstitions. droite. La main droite, elle dit je vais avoir de l'argent. Je lui disais Inch'Allah, Mhm. teta. Mais où c'est vraiment des petites choses du quotidien où je la trouvais Oui, très poète en fait. oui, Parce que oui, pour moi, c'est de la poésie de croire à ce genre de choses. Ou quand il y avait un oiseau, elle me disait ben, cet oiseau, il apporte un message. oui, Aussi son porte-bonheur. amour pour le marque du café, de lire l'avenir dans le Oui. marque du café. C'était une poète sans le savoir. Oui, mais puis il faut dire aussi, les grands-papas, les grands-mamans, ils n'ont pas été à l'école pour la plupart. Et Non. puis ils sont dotés d'une sagesse extraordinaire, justement, qu'ils transmettent aux générations futures, à leurs enfants, à leurs petits-fils et filles. Très bien, alors on va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Emne Nasreddine, auteur de ce recueil, La danse du figuier, son premier recueil publié chez Mémoire d'Encrier en 2021. Restez avec nous, on vous revient, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Emne Nasreddine, c'est notre invité d'aujourd'hui chez Arts et Lettres, à ici Télévision. Emne, on continue la discussion avec vous. Bon, il est mentionné, normalement, bon, il y a eu des critiques et des analyses justement à propos de ce recueil, de ces poèmes qui recousent des liens brisés, il faut le dire dans un premier temps, par la guerre, la mort et l'exil aussi. Il y a la sagesse de Teta qui distribue des héritages. J'ai beaucoup aimé cette partie, distribuer des héritages, à même de léguer le vent aux uns et de léguer des jardins aux autres. C'est éminemment poétique. Et puis aussi, il y a des noms cités, des noms de personnes hein, qui sont peut-être de votre famille, peut-être qui sont de cette vie ou qui sont décédés. Majed, Rabi, Zahir. Puis, dans le fond, il faut dire que c'est une grand-mère qui entretient une relation intéressante avec le territoire. Oui, alors ma grand-mère, en fait, quand il y a eu l'occupation, euh, elle habitait dans une maison de 2 étages et le premier étage était occupé par les colonisateurs. Alors pour elle, elle avait un amour pour le territoire, pour le sud Liban, pour la libération Mhm. du Liban. Et, euh, et elle a travaillé dans les champs de tabac. Elle avait des orangers, des grenadiers. Donc oui, pour elle, la terre, elle avait, je dirais même qu'elle avait un rapport charnel avec la terre. Mhm. Elle s'en rappelle parce que hein, ça rappelle parce que le territoire aussi quand on le marque ça rappelle notre identité où est-ce qu'on a grandi l'enfance l'âge adulte etc. Euh, je cite ce passage page 58 mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on archive la terre. Ma mère s'étoile sans tarir, sans regarder derrière. Dos au soleil, je tiendrai longtemps. Tu es assise au vent, avec les chardons vulgaires, mes oncles et l'antémis de Palestine comme invités. C'est le droit du sol, moi, femme, regarde de loin. C'est ainsi que je dis non.
Eh bien, ce nom, c'est un refus. Mais refus de quoi? Comment l'interpréter justement, Emné? Alors pendant les funérailles, dans notre culture, à nous, les femmes n'ont pas le droit d'assister à la mise en terre du corps. Et pour moi, j'en avais besoin, en fait, pour faire le deuil, j'avais besoin de comprendre que ma mère était réellement enterrée. En fait, il y a juste les hommes qui ont le droit d'assister D'être à là. cet événement qui est quand même crucial pour passer à travers le décès notamment d'un parent. Et moi, on m'a refusé d'y assister, alors j'y assiste en poésie, en fait. Donc, je suis revenue à cette mise en terre en poésie. J'ai un poème où je décris toute la mise en terre, sachant que je n'y ai pas assisté pour revivre ce moment, pour me réapproprier ce moment qui m'a été enlevé. Et puis assister à travers la poésie, c'est encore une fois poétique. Les femmes de mon pays meurent avant d'écrire. Commentaire. Alors, ma mère avait beaucoup de projets dans sa vie. Elle était enseignante, elle était comédienne, elle récitait de la Mhm. poésie quand elle était jeune et elle a toujours souhaité écrire. Malheureusement, bon, ben, la situation au Liban a fait qu'elle avait d'autres priorités, comme élever Oui. ses enfants et tout simplement gagner sa vie pour leur donner à manger. Alors maintenant, en fait, c'est un luxe d'écrire, c'est un luxe d'être publié, c'est un luxe que mes parents n'ont pas eu, que ma mère n'a pas eu, que les femmes de mon pays n'ont pas, parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est ça, elles ont des priorités dans la vie qui font mais que l'écriture leur paraisse vraiment loin de leur réalité. Mais en fait, vous, comme parents, on va dire, comme la fille ou la petite fille, si je m'abuse, la mémoire, vous pouvez donc la perpétuer aussi avec l'écriture. D'où vous venez, c'est-à-dire là où l'on se trouve, on peut, à travers l'écriture, perpétuer cette mémoire à notre façon, n'est-ce pas? Oui, mais justement, c'est quand mon recueil a été publié, euh, ben, il s'est retrouvé à la Bibliothèque nationale dans les archives du Québec et j'ai appelé Mhm. ma famille en leur disant bon, ben, Teta se retrouve dans les archives du Québec. Je trouvais ça assez drôle que ma grand-mère et mes tantes Majida Sharif et Boussaïna se retrouvent dans un livre qui est dans les archives du Québec. Pour moi, ça avait une très grande symbolique que Exact. des femmes du peuple vraiment Ouais. soient célébrées en poésie. Et que ça se trouve au Québec, quand vous dites que du Liban, qu'un parent puisse venir du Liban et découvrir ça au Québec, c'est déjà rien. Je vous propose, si vous le voulez bien, Emné, de partager avec nous un extrait de votre recueil La danse du figuier, si vous voulez bien. Oui. Teta ne veut pas de poésie. Elle veut savoir quand je compte me marier. On ne peut pas vivre seul. Il te faut l'homme pour le toit, les enfants pour la vieillesse. Son ventre est lourd de fausses couches, dos penché dans les feuilles de tabac, désertée par tous les espoirs de Dieu. Elle pleure jusqu'à aujourd'hui celui qui la fit femme à 13 ans. Larmes d'amour, tendresse, peau rêve et face nue, mère vierge déjà. Elle le pleure jusqu'à aujourd'hui comme on pleure son père. Le rôle de la solitude, justement. Hein. Elle a eu 10 enfants, mais malgré ça, c'est vrai que très souvent, ma grand-mère s'est sentie seule, incomprise. Et, euh, et là, j'ai voulu rassembler ses enfants autour d'elle parce que, bon, comme beaucoup de Libanais, les enfants immigrent. Oui, ils partent. Ben, l'immigration, c'est peut-être, c'est devenu un droit et une nécessité Oui. pour la plupart dans un monde en continuel changement. Puis il y a eu finalement aussi Emné, la fille poète, qui va s'exprimer justement sur cet exil et cette immigration que vous apprivoisez, que vous avez commencé à apprivoiser depuis que, on va dire, vous êtes installé ici à Montréal. On va parler de ça en détail. On va le faire après la pause publicitaire, mesdames et messieurs. Notre invité d'aujourd'hui, Emné Nasreddine, auteur du recueil La danse du figuier, publié chez Mémoire d'Encrier. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres pour parler justement de ce recueil, La danse du figuier. On est arrivé parce que c'est réparti en trois parties, on est arrivé à amener la fille poète. Il y a une appropriation d'une certaine présence dans un pays concernant une mémoire, mais aussi la description d'une famille, peut-être aussi à travers des sagesses, des moralités. Je cite cet extrait, page 121. « J'apprivoise l'exil sans tes mains qui creusent le ciel et sa fêlure, les espaces du printemps, les fleurs vides de ton nom. » Cet exil apprivoisé pour vous, Emne, est-ce que c'était une nécessité, une option, une urgence finalement? Je ne saurais pas comment répondre à cette question parce que moi-même, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit qu'est-ce que je fais ici? J'étais arrivée à la base pour faire mes études. J'avais commencé un doctorat en littérature française à l'Université de Montréal et très vite, en fait, j'ai réalisé que c'était pas quelque chose qui est fait pour moi. Je ressentais pas du tout le besoin d'intellectualiser la littérature. Pour moi, la littérature, elle répond à une urgence. Alors pourquoi je suis venue ici? Je pense que les études, c'était un prétexte. J'ai quitté le Liban lorsque le pays traversait une situation difficile. Bon, ça s'est empiré maintenant. Donc, je pense aussi que j'avais besoin de m'éloigner de la maladie de ma mère, de me retrouver, de me recentrer moi-même. Un recul est toujours nécessaire aussi. Il y a une influence de Gaston Miron, justement, dans votre recueil. Permettez-moi de citer cet extrait encore une fois. « Montréal est blanche, Beyrouth puise le rouge à l'infini. Je suis parti pour mieux revenir. » Là, on s'entend. « J'ai quitté mon pays, mais je ne désoleillerai pas. » Ça me rappelle Miron, cet éternel vers-là. « Je ne suis pas revenu pour revenir, je suis arrivé à ce qui commence. » Alors, cette influence de Gaston Miron, est-ce qu'elle date de l'enfance, de l'adolescence? Vous avez toujours lu Miron? Est-ce que vous l'avez découvert justement ici? J'ai découvert Miron ici et pour moi, ça a été une rencontre foudroyante, Gaston Miron, notamment dans un de ses poèmes où il utilise le mot « désoleillé ». J'ai été renversée en lisant ce mot. Je trouvais que c'était un mot qui exprimait vraiment ce que je ressentais face à la neige, face à l'hiver. C'est un état, en fait. Désoleillé, c'est perdre la chaleur de son pays. Oui, la lumière. Et voilà. Et pour moi, Gaston Miron, c'est un des plus grands poètes canadiens, québécois. Et c'est certain qu'il y avait... j'ai voulu, en fait, terminer tout mon recueil qui parle du Liban, puis de l'exil, avec un petit clin d'œil à un poète québécois. Qui est Gaston Miron, l'un des plus grands poètes. J'ai trouvé tout de même qu'il y a une touche d'espoir dans votre recueil. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Sûrement parce que déjà l'espoir il est là parce que le figuier il danse encore alors qu'il a été coupé, le figuier danse donc il y a de l'espoir et en fait maintenant je pense avoir la réponse de pourquoi je suis venue à Montréal. Vous venez de la découvrir. Voilà, mais c'est certain que j'avais un regard assez sévère envers les femmes de ma famille en me disant est-ce qu'elles ont fait du mieux qu'elles peuvent? Est-ce que c'est vraiment une vie, ce qu'elles font? Et en m'éloignant, en prenant du recul, j'ai réalisé que ce sont des femmes vraiment très nobles, en fait, très respectables. Et je réalise que sans doute j'avais intériorisé un certain complexe d'infériorité en les regardant. Et ça m'a permis d'accéder à l'amour, en fait, ce recul-là. Mm-hmm. Donc à l'amour, parce que là, on se dit que quand on est sur place, là, avec les conflits, ce n'est pas aussi évident. Mais le recul, comme vous dites, permet de voir clair, oui, de voir les choses de manière lucide. Emne, j'aimerais vous poser une question d'ordre général. Vous avez publié peut-être après votre arrivée 2-3 années, si je ne m'abuse, oui, à Montréal, ou 4 années peut-être. Vous avez publié un recueil de poèmes. Ce n'est pas évident de publier. Vous êtes néo-québécoise, vous venez d'établir, n'est-ce pas? Et j'imagine que c'est une expérience heureuse pour vous.
une expérience constructive. Comment est-ce que vous voyez la présence d'auteurs, de poètes néo-québécois au sein de l'imaginaire littéraire du Québec et du Canada? Alors, c'est certain qu'avoir des poètes nouveaux arrivants, ça aide à se dire que la poésie nous appartient aussi, de se voir représenter. Notamment, moi, j'ai la chance d'avoir été prise chez Mémoire d'Encrier. Pour moi, c'est une maison d'édition qui est le reflet de la réalité du Québec. De sa Et vous diversité. dites voilà, de sa diversité. Vous dites néo-québécoise. Là, je suis en plein problème d'immigration. Donc, j'aimerais le devenir, mais c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que oui, la poésie, Mais elle c'est a un besoin processus. de... C'est un long processus, mais je m'accroche. Je ne vais pas me décourager. Oui, oui, il faut s'accrocher. Bon, on vous félicite pour ce recueil La danse du figuier, mesdames et messieurs, de Emne Nasreddine. Vos projets d'avenir, est-ce qu'il y a des projets d'écriture qui s'en viennent? Ou peut-être un deuxième recueil en vue, on ne sait jamais? Alors, il y a un deuxième recueil qui est quasiment fini. En fait, je le laisse macérer de côté. Et là, ça va plutôt aborder mon rapport à l'homme. Alors, j'ai parlé de ma grand-mère, de ma mère et de moi-même. Et dans l'autre recueil, ça va être le père, l'amant et le fils. Donc, on verra. Très bien. Alors, parfait. Il reste à peu près 1 minute, si vous voulez bien, un dernier partage d'un extrait de votre recueil avec Emne Nasreddine, mesdames et messieurs. Dans le doute, courez toujours vers l'est, là où les oiseaux s'isolent, là où mon père est né. Dans le doute, ne répétez pas le récit de l'abandon, les arbres vous en voudront, même la foi vous reniera. Dans le doute, laissez les enfants se bercer par eux-mêmes. Il n'y a pas de liberté dans les départs, il y a des cerveaux à dévorer dans des villes qui refusent le soleil. Magnifique, et c'est ainsi que ça clôture cette émission avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Emne Nasreddine, auteur du recueil La danse du figuier. Mesdames et messieurs, merci de votre continuel intérêt. Kamal Benkiran avec vous. Prochain invité, jeudi à 15h30 chez Arts et Lettres à ICI Télévision. Au revoir.